Je suis rentré le 2 août. C'est une sensation déjà. C'est une sensation de froid. Ouais. Quand je suis rentré, j'avais la chair de poule dans le dos. Rentré par mon portail. La voiture elle s'est avancée. Ils m'ont enlevé les menottes. Ils m'ont emmené chez le greffe pour prendre mes empreintes. Après ils m'ont mis dans une cellule. Je suis ressorti après. Après ils m'ont pris une photo de moi. Ils m'ont donné une carte magnétique à faire montrer à tous les gardiens quand je passais une porte, ainsi de suite. Ils m'ont demandé de retirer toutes mes fringues, à poil. Ils m'ont donné de nouvelles affaires. Enfin, c'était trop petit pour moi, je m'en rappelle. C'est des fripes. Je suis resté avec ces fripes pendant 2 semaines, quoi. L'œil d'un homme est une fenêtre par laquelle on voit les pensées qui vont et viennent dans sa tête. Mettez un homme qui contient des idées parmi des hommes qui n'en contiennent pas. Au bout d'un temps donné, et par une loi d'attraction irrésistible, tous les cerveaux ténébreux graviteront humblement et avec adoration autour du cerveau rayonnant. Il y a des hommes qui sont fer et des hommes qui sont aimants. Claude était aimant. Claude Gueux, honnête ouvrier naguère, voleur désormais, était une figure digne et grave. Il avait le front haut, le menton avancé, la lèvre dédaigneuse. C'était une belle tête. On va voir ce que la société en a fait. En moins de 3 mois, donc, Claude devint l'âme, la loi et l'ordre de l'atelier. Et par une réaction toute naturelle, dont l'effet s'accomplit sur toutes les échelles, aimé des prisonniers, il fut détesté des geôliers. Plus loin que Claude le vit, il ôta son bonnet de grosse laine. Il boutonna sa veste grise, car il est de principe dans les prisons qu'une veste respectueusement boutonnée prévient favorablement l'arrivée des supérieurs. Et il se tint debout et son bonnet à la main à l'entrée de son banc, attendant le passage du directeur. « Monsieur !» Le directeur s'arrêta et se détourna à demi. « Monsieur, reprit Claude, est-ce que c'est vrai qu'on a changé Albin de quartier ?»« Oui, répondit le directeur. Monsieur, j'ai besoin d'Albin pour vivre. Vous savez que je n'ai pas assez de quoi manger avec la ration de la maison et qu'Albin partageait son pain avec moi. C'était son affaire. Monsieur, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire remettre Albin dans le même quartier que moi? Impossible. Il y a décision prise. Par qui? Par moi. Monsieur D, c'est la vie ou la mort pour moi et cela dépend de vous. Je ne reviens jamais sur mes décisions. Monsieur,
Est-ce que je vous ai fait quelque chose? Rien. En ce cas, dit Claude, pourquoi me séparez-vous d'Albin? Parce que... Cette explication donnée, le directeur passa outre. Claude baissa la tête et ne répliqua pas. Le 4 novembre arriva. Ce jour-là, Claude s'éveilla avec un visage serein, qu'on ne lui avait pas encore vu depuis le jour où la décision de MD l'avait séparé de son ami. En se levant, il fouilla dans une espèce de caisse de bois blanc qui était au pied de son lit et qui contenait ses quelques guenilles. Il en tira une paire de ciseaux de couturière. C'était avec un volume dépareillé de l'Émile la seule chose qui lui resta de la femme qu'il avait aimée, de la mère de son enfant, de son heureux petit ménage d'autrefois. Deux meubles inutiles pour Claude. Les ciseaux ne pouvaient servir qu'à une femme, le livre qu'à un lettré. Claude ne savait ni coudre ni lire. Au moment où il traversait le vieux cloître blanchi à la chaux qui sert de promenoir d'hiver, il s'approcha d'un jeune condamné qui regardait avec attention les énormes barreaux d'une croisée. « Ce soir, je couperai ces barreaux-ci avec ces ciseaux-là, dit Claude. » Un homme qui a toute sa raison me comprime le cœur pendant 4 ans, m'humilie pendant 4 ans, me pique tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures, toutes les secondes, d'un coup d'épingle, à quelque place inattendue pendant 4 ans. J'avais une femme pour qui j'ai volé. Il me torture avec cette femme. J'avais un enfant pour qui j'ai volé. Il me torture avec cet enfant. Je n'ai pas assez de pain. Un ami m'en donne. Il m'ôte mon ami et mon pain. Je redemande mon ami. Il me met au cachot. Je lui dis vous. Il me dit tu. Alors je le tue. C'est bien. Je suis un monstre. J'ai tué cet homme. Je n'ai pas été provoqué. Vous me coupez la tête. Eh bien, faites! Je suis un voleur et un assassin. J'ai volé et j'ai tué. Mais pourquoi ai-je volé? Pourquoi ai-je tué? Posez ces 2 questions à côté des autres, messieurs les jurés. Posez ces 2 questions à côté des autres. Jamais été établie une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Et puisque vous avez prononcé tout à l'heure
le nom de 2 condamnés à mort et de 2 exécutés. Je vous dirai pourquoi, est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet et de Contant autour du palais de justice, à mort Buffet, à mort Contant, se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort.